Alors, maintenant, les marchés boursiers. Alors, pour aborder le problème des marchés boursiers, dans un premier temps, la bourse des valeurs. Alors, vous savez que la bourse des valeurs, c'est quoi? C'est un lieu où on traite les ordres de bourse, bien entendu, et un lieu où s'effectue la cotation, donc, des valeurs mobilières. Alors, il fut un temps, vous le savez tous, où cette bourse des valeurs était située physiquement au Palais Brongniart à Paris. Brongniart, c'était l'architecte qui a construit la bourse. Et bien sûr, aujourd'hui, la bourse de Paris, bien que le bâtiment existe toujours, mais n'est plus un lieu, mais c'est plutôt un système sans localisation physique, bien entendu. Tout est, j'allais dire, informatisé, bien sûr. Alors, tout d'abord, une petite historique quand même. La bourse a été créée en 1827, d'accord. Ensuite, on va aller faire un grand bond en avant. On va aller jusqu'au mois de septembre 2000, où Euronext est né, donc suite à une fusion des bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris, bien entendu. Après, donc ça c'était en septembre 2000. En janvier 2002, Euronext a acquis le LIFE, donc c'est le marché à terme et optionnel de Londres, ce qu'on appelle le LIFE. On en reparlera plus tard. Donc ça c'était janvier 2002. Février 2002, la bourse portugaise rejoint Euronext. Et dernière en date, en 2007, Euronext et le NYSE, c'est-à-dire le New York Stock Exchange, c'est-à-dire la bourse de New York, ont fusionné pour appeler ce qu'on appelle communément maintenant NYSE Euronext. Donc c'est évidemment le premier marché mondial pour tout un certain nombre d'opérations. Donc bien entendu, il y a des règles qui doivent être fixées, bien entendu, qui doivent être claires, nettes et précises pour accéder à cette bourse de valeur qu'on appelle maintenant NYSE Euronext pour ce qui nous intéresse. Les conditions d'accès au marché doivent être claires, nettes et précises, les conditions d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, parce que vous imaginez l'importance que ça peut avoir. Ensuite, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, parce qu'il peut y avoir des arrêts de la cotation si, comme on va le voir, l'AMF s'aperçoit d'un certain nombre j'allais dire, de malversations, c'est un peu exagéré, mais un doute sur un mouvement important sur un titre. Et puis des règles, il faut définir aussi des règles applicables à l'enregistrement, à la publicité des négociations. D'accord ? Alors ça, c'était le principe de la bourse de valeur. Alors maintenant, l'Eurolist. Alors d'abord, les caractéristiques du marché Eurolist. Alors, c'est un marché réglementé qui est destiné aux grandes entreprises, parce que qu'on soit d'accord. Maintenant, si vous voulez, à la bourse NYSE Euronext, je dis la bourse de Paris, mais c'est NYSE Euronext. Il y a trois compartiments. Il y a Eurolist, Alternext et le marché libre. Donc à l'intérieur de ces trois, Eurolist est le plus important parce que il est réservé donc aux grandes entreprises. Et Eurolist, pour ceux qui avaient déjà étudié la bourse auparavant, notamment en DECF ou en DESCF à l'époque, ça correspond à la fusion de ce qu'on appelait avant le premier marché, le second marché et le nouveau marché. Maintenant, ça s'appelle Eurolist. Et dans Eurolist, il y a un classement particulier et qui est fait de la façon suivante. Il existe trois compartiments. Un compartiment A, un compartiment B, un compartiment C, et la différence, c'est la capitalisation. Donc, compartiment A, une capitalisation qui est supérieure à 1 milliard d'euros. Dans le compartiment B, alors donc, vous comprenez bien que dans le compartiment A, on retrouve les très grandes entreprises françaises, bien sûr. Compartiment B, les entreprises dont la capitalisation est comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros. Et le compartiment C, la capitalisation est inférieure à 150 millions d'euros. Les conditions d'admission sur Eurolist. Alors, il faut une diffusion minimum de titres au public. Donc, 25% de titres doivent être mis à la disposition du public ou 5% minimum du capital qui représenterait au moins 5 millions d'euros. Historique des comptes, oui, parce que pour accéder à Eurolist, quel que soit le compartiment, il faut un certain nombre de conditions, dont l'historique des comptes, 3 années minimum de comptes certifiés, les derniers comptes semestriels certifiés s'il y a une admission qui est plus de 9 mois après la clôture des exercices. Donc vous voyez, c'est assez serré. Les normes comptables, application des normes IFRS.
Une petite remarque quand même, vous allez comprendre pourquoi toutes les entreprises ne sont pas cotées en bourse, c'est que le coût d'admission quand même varie entre 0,5 et 1 million d'euros. Donc vous voyez, ce n'est pas rien, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre de demander ou d'essayer d'accéder à Eurolist, quel que soit le compartiment. Alternext maintenant, donc les caractéristiques. Alternext est un marché non réglementé mais régulé. Alors là, c'est plutôt, vous le comprenez, destiné aux PME et aux PMI. Les conditions d'admission, donc forcément, sont moins restrictives que sur Eurolist. Diffusion minimum de titres au public, eh bien, il n'y en a pas de distribution minimum, contrairement à ce que nous avons vu, c'était 25% pour accéder à Eurolist. Historique des comptes, 2 années minimum de comptes certifiés et pas 3 années. Et dernier exercice certifié plus les comptes intermédiaires certifiés, si admission, plus de 9 mois après la clôture. Et les normes comptables, les normes françaises, les normes IFRS, pas obligatoires. Maintenant, ce qu'on appelle le marché libre, donc caractéristique de ce marché libre, c'est un marché non réglementé mais organisé. Il accueille, vous le comprenez, les entreprises qui sont soit trop petites, soit trop jeunes pour accéder soit à Alternext, soit à Eurolist. Les conditions d'admission sur le marché libre, pas de diffusion minimum de titres au public, il n'y a pas de souci. Historique des comptes, 2 années, si l'ancienneté le permet, parce que toutes les entreprises qui voudraient accéder en bourse ne pourraient pas forcément avoir 2 ans d'ancienneté. Et les normes comptables, les normes françaises et des IFRS, pas obligatoires. Alors, je vais vous parler aussi de la nouvelle gamme d'indices Euronext, parce que ça peut évidemment vous intéresser. Donc, Euronext ou Euronext a mis en place une nouvelle gamme d'indices boursiers, et ça permet, si vous voulez, l'idée c'est d'essayer de représenter le plus fidèlement possible toutes les différentes valeurs qui existent pour les petites, les moyennes entreprises qui sont capitalisées dans Euronext. Alors, cette liste des indices, vous en connaissez déjà bien sûr pas mal. Alors, je vais vous en donner quand même une liste relativement importante, parce que ça peut vous servir non seulement le jour d'un écrit, mais ça peut vous servir aussi à l'oral, on ne sait jamais. Alors bien sûr, le CAC 40, bien entendu, que vous connaissez, lui, il n'a pas changé. Le CAC 40, ce sont les 40 valeurs françaises les plus importantes. Alors, il a été créé donc le 1er janvier 88, si vous préférez, et avec une base de 1000 points. Et bien, le 6 mars, il était coté 2534 points. Et le 6 mars 2009, alors qu'il était coté, pour vous donner une idée, 4619 points le 7-03-2008. À la fin de mon cours, tout à l'heure, je vous présenterai une évolution des courbes. Vous allez voir, évidemment, que ça bouge. Donc ça, c'est le CAC 40. Ce qu'on a appelé le CAC Next 20. Alors lui, il est composé des 20 valeurs les plus importantes, donc qui suivent le CAC 40. Il valait 3000 points au départ le 31-12-2002 quand il a été créé. Et après, vous voyez, il est monté, il est resté à peu près identique le 6 mars 2009. Et il était monté quand même à 5674 points le 7-03-2008 pour vous donner, encore une fois, une idée de l'évolution. Le SBF 120, donc lui, là aussi on le comprend, il est composé des 120 valeurs les plus actives de la bourse. Le SBF 80, alors le SBF 80, il est composé des valeurs de l'indice SBF 120 qui ne sont pas dans l'indice CAC 40, on est bien d'accord. L'indice CAC 40, les 40 premières, l'indice 120, les 120 premières, donc le SBF 80, c'est celle qui existe entre de la 41e à la 120e. Et donc, ce SBF 80, c'est le complément, donc vous l'avez compris, du CAC 40 pour arriver au SBF 120. Ensuite, vous avez le SBF 250. Alors, le SBF 250, lui, il est composé, donc, facile à se souvenir, des 250 valeurs les plus actives de la cote. Alors, comme on va le voir, le SBF 250, il comprend forcément à l'intérieur le CAC 40, le CAC Next 20, le CAC Mid 100, le CAC Small 190, le CAC Mid and Small, le CAC IT, le CAC IT 20, et il est même contenu à l'intérieur de l'indice CAC All Share, donc toutes les actions dont nous allons reparler. Vous avez donc le CAC Mid 100. Alors, qu'est-ce que c'est que le CAC Mid 100 ? Lui, il est composé des 100 premières capitalisations
qui suivent les 60 valeurs les plus importantes composant les indices CAC 40 et le CAC Next 20, vous le comprenez, donc c'est les 100 premières, c'est assez logique. Et donc le MID 100, comme je vous disais tout à l'heure, est inclus à l'intérieur du SBF 250. Le CAC Small 90, lui, ce sont les 90 plus grandes valeurs après celles composant le CAC MID 100. Alors vous voyez, c'est un petit peu complexe, mais vous voyez, tout est découpé au maximum pour que chacun puisse choisir et avoir des informations sur des catégories d'actions les plus importantes, etc., etc. D'accord? Donc le CAC Small 90, après celles qui composent le CAC MID 100. Donc vous comprenez maintenant le CAC MID Small Mid and Small 190, les 100 valeurs du CAC Mid 100 et les 90 valeurs de l'indice CAC 90. Donc ensuite, vous avez le CAC, ce qu'on appelle All Share. Alors le CAC All Share, il est composé, donc lui, des 500 valeurs françaises qui sont cotées en bourse. Donc c'est le plus large que nous ayons. Ensuite, vous avez le CAC IT20. Alors là, ce sont, si vous voulez, ça rapproche un petit peu de ce que vous connaissez, le Nasdaq américain. C'est-à-dire que lui, le CAC IT20, il est composé de 20 valeurs de sociétés technologiques, d'accord? Et il représente, pour les valeurs technologiques, ce que l'indice CAC 40 représente pour l'ensemble du marché. Donc il est spécifique aux entreprises dites de technologie. Mais à titre, il me semble, de culture générale, je vais vous donner aussi les principaux indices européens. Alors, ce qu'on appelle le DAX 30, alors ça, c'est l'indice de la bourse de Francfort, donc la bourse allemande. Donc, il est constitué des 30 plus importantes valeurs représentant près de 70% de la capitalisation de Francfort. Le FTSE 100, FTSE, donc le FTSE représentant l'indice de référence de la bourse de Londres. Là aussi, il représente logiquement, c'est un peu l'équivalent du CAC 40 si vous voulez, aussi bien le DAX que le FTSE. Environ, ça représente 70% de la capitalisation de la bourse de Londres. Les indices pan-européens, donc vous avez, alors pan-européen vous comprenez, mélangé, vous avez le Dow Jones Stocks, le Dow Jones Eurostoxx, et ce sont des indices qui regroupent plus de 600 et plus de 300 valeurs des marchés européens. Alors ils sont complétés par des indices plus étroits, le Dow Jones Stock 50, le Dow Jones Eurostoxx 50, donc c'est le même principe, mais avec moins d'indices, enfin de références à l'intérieur, d'accord? Alors ensuite, on peut parler des indices américains quand même, le Dow Jones bien entendu, qui lui est le marché de référence de Wall Street, pardon, et il regroupe les plus grandes, bien sûr, capitalisations de la cote qui est aux États-Unis. On les appelle les blue chips, les plus grandes valeurs, donc les 30 valeurs principales sur le marché donc de New York, General Electric, IBM, Coca-Cola, Boeing, etc., etc. Donc c'est l'équivalent en fait du CAC 40 mais américain. Vous avez bien sûr aux États-Unis le Nasdaq, alors le Nasdaq Composite, mais c'est le Nasdaq si vous voulez. Alors là c'est l'indice de référence des valeurs technologiques que vous connaissez et il prend en compte plus de 3100 sociétés américaines et étrangères et il regroupe l'ensemble des valeurs du Nasdaq pondérées des capitalisations boursières, d'accord? Donc là, il y a plusieurs catégories à l'intérieur. Vous avez ce qu'on appelle le Nasdaq 100, donc là, c'est les 100 entreprises de premier plan, hormis les établissements financiers, et la capitalisation, c'est 240 milliards de dollars. Enfin, en tout cas, c'était 240 milliards de dollars. Et à l'intérieur, vous avez les Microsoft, Intel, etc. Vous avez également, Standard & Poor's 500. Alors là, il est plus large que le Dow Jones, évidemment, et il regroupe 500 valeurs sélectionnées. C'est un petit peu l'équivalent du CAC All Share à Paris, d'accord? Et donc il est plus large que le Dow Jones, bien entendu, et les valeurs qui sont à l'intérieur représentent environ 80% de la capitalisation des sociétés cotées aux États-Unis, ce qui est donc énorme, bien entendu.
Je vous donne quelques autres indices internationaux, par exemple pour le Japon. Alors vous connaissez le nom, vous l'entendez régulièrement à la radio, le Nikkei, d'accord, c'est l'indice de référence de la bourse de New York. Il regroupe les 225 plus importantes capitalisations du Japon. En Chine, alors en Chine, il y a deux indices que vous êtes censé connaître. Le SSE Composite Index. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice boursier de la bourse, de Shanghai, dont les indices sont le SSE 50, le SSE 180. Donc, on comprend comment ça fonctionne. Les 50 et les 180 sociétés les plus importantes. Et vous avez aussi le Hang Seng, qui est l'indice boursier de la bourse de Hong Kong. Donc, Shanghai et Hong Kong pour la Chine. En Inde, parce qu'on oublie toujours de tout petits pays, ils font juste un petit milliard ou 1,5 milliard de personnes, mais personne n'en parle. Mais pourtant, ils ont des indices et des bourses, bien entendu. Donc, le BSE Sensex de Bombay, d'accord, et qui est l'indice indien qui comporte 30 entreprises. Au Brésil, pourquoi pas, là aussi c'est capitalisation la plus importante d'Amérique du Sud, Bolsa de Valores de Sao Paulo. Donc c'est le nom portugais de la bourse de Sao Paulo du Brésil tout simplement, et la Russie, le RTS Index, donc RTSI, c'est l'indice boursier basé sur les 50 valeurs russes les plus importantes.